Un petit mot sur ce qui nous amène à vous présenter aujourd'hui ce midi, et je vais répondre directement à Damien. J'aime beaucoup le caractère audacieux, si on peut le dire, de notre démarche en fait. Simplement, cette proposition de Midi Respect, elle est partie de discussions qu'on a eues, Hubert, Colline et moi, à propos du développement durable, avec cette sensation qu'on nous les servait sur un plateau un peu trop doré. C'est tout ce dont on entend parler, objectifs de développement durable dans les institutions, auprès de la RES, etc. Et on avait l'impression qu'il manquait quand même un peu de recul et d'esprit critique. Et donc, on s'est dit, mais pourquoi pas partager avec vous ce fruit de nos réflexions, qui sont des réflexions, je dirais, naissantes et qui sont encore en cours. Donc, vraiment, on n'est pas des experts des ODD ni de l'éducation aux ODD. Simplement, on s'est dit on va partager, on va profiter de cet espace de Midi Respect pour partager avec nous et vous les interrogations qu'on a par rapport à ça, quoi. Voilà, voilà. Alors, pour le plan de la présentation aujourd'hui, je vais prendre la parole. Simplement, moi, j'ai une formation en éducation relative à l'environnement. Et donc, ça pourrait ressembler à un plaidoyer en faveur de l'éducation relative à l'environnement. Je l'assume. Mais à vous après de vous faire une idée. J'aime bien l'idée qu'on développe aussi entre nous un certain esprit critique. On essaie de former nos étudiants et nos étudiantes à l'esprit critique, mais on doit en faire preuve aussi en tant qu'enseignant, selon moi, quoi. Donc, voilà pour mon intervention. Et puis Hubert prendra la parole et on terminera avec Colline et des aspects, alors, du coup, plus liés à la soutenabilité. Si on doit faire du développement durable, comment le faire bien et en gardant cet esprit critique, quoi. On va essayer de vous aider à suivre une certaine logique entre nos trois interventions, mais donc, comme l'a dit tout à l'heure aussi, c'était Charlotte, il y aura la possibilité d'intervenir et de commenter tout ça dans les pistes de réflexion à la fin, et donc ça se fera à 3 voix. Alors, un petit retour sur le contexte historique. On a l'impression que le développement durable, on en entend parler depuis super longtemps. Mais simplement, moi j'ai envie de dire on pratique déjà l'éducation relative à l'environnement depuis les années 50, 60, donc l'après-guerre, avec des approches qui étaient vraiment des approches qu'on peut qualifier de naturalisme. Donc on éduquait à la nature, on éduquait à propos de la nature, c'était plutôt le cours de bio, etc., dans un objectif de faire connaître la nature pour apprendre à l'aimer, pour apprendre après à la respecter. Après, dans le contexte politique, années 70, années 80, on est arrivé à, j'ai envie de dire, une échelle dans l'espace un peu plus globale, avec des nouvelles approches, donc c'est pas exhaustif, mais des approches par exemple affectives, des approches liées au domaine artistique, etc. Et puis il y a quand même une conférence 1972 qui a marqué un tournant, parce qu'on a fait en sorte que l'éducation relative à l'environnement, qui a été transformée en éducation au développement durable, soit institutionnalisée dans tous les pays, quoi. L'éducation au développement durable, 1987, je l'ai dit, c'est l'année de ma naissance, avec quand même, dans cette éducation au développement durable, un souci de prendre conscience du caractère systémique des choses et aussi de la relation entre humains et éléments qu'on pourrait qualifier de plus extérieurs, naturels. On a senti dans le domaine quelques tensions, avec des prises de position qui ont été faites par le réseau ID notamment. Donc le réseau ID, c'est vraiment le monde associatif, mais pour l'éducation relative à l'environnement. Et eux, ils se sont penchés sur la question, sachant que le monde politique demandait de plus en plus l'introduction des objectifs de développement durable, de l'éducation au développement durable en Belgique. Ils ont pris position, vous verrez des extraits de leur assise de l'éducation relative à l'environnement. Et donc, c'est une position qui est défendue aussi de manière internationale par l'Université de Québec à Montréal, puisque c'est là que se situent les experts et les expertes, en tout cas dans les domaines des sciences de l'éducation, pour la recherche en éducation relative à l'environnement. Je ne vais pas vous faire là l'historique dans les années 2000, mais simplement savoir quand même que pour moi, il y a un enjeu, c'est que le monde de l'éducation relative à l'environnement, il était principalement lié au monde associatif. Et je crois que le monde académique devrait vraiment se saisir de ces enjeux-là et avec nos compétences qu'on a, pouvoir développer la recherche, etc. Pour moi, ça, c'est vraiment un enjeu dans les années qui arrivent. Aussi, en dessous, vous avez donc tout ce qu'on peut faire quand on fait de l'éducation à l'environnement, relative à l'environnement.
avec des petits termes qui sont là interchangeables. On peut faire de l'éducation par, dans, en faveur, au sujet, au travers. Tout ça, c'est des références théoriques de nouveau de l'UQAM, mais c'est intéressant parfois de pouvoir situer, nous, dans nos cours, qu'est-ce qu'on vise exactement comme objectif et dans quelle sous-catégorie de l'éducation à l'environnement se trouve un de nos projets, un de nos cours, etc. Et donc, l'éducation à l'environnement, je conclurai sur ça pour cette dia, c'est un peu toutes ces propositions-là. Et donc, il y a plein de façons de définir l'éducation relative à l'environnement, le mot globalisant étant l'éducation relative à l'environnement. Hop là, je sais descendre. Hubert, est-ce que je... Oui, ok. Alors, je voulais vous faire part ici du triangle. On connaît un peu le triangle pédagogique. Ici, je l'ai un peu fait à ma sauce, mais simplement pour situer que on peut mettre l'éducation relative à l'environnement dans une certaine conception, à la fois de la société, à la fois de l'éducation, à la fois de l'environnement. Je vais commencer par la gauche, avec les différentes représentations de l'environnement qu'on peut avoir. Et ça, c'est un modèle qui est développé par Ecotopie, qui est aussi une association à laquelle vous devez vous intéresser si ce n'est pas encore le cas. Simplement, qu'est-ce qu'on entend par environnement? On peut le voir comme un problème, des problèmes à résoudre. On peut le voir aussi comme une ressource, et c'est principalement ça qui va être la critique des objectifs de développement durable. Donc, une ressource à essayer de manager, de gérer sur le long terme. Et puis, ce qui va nous intéresser, nous, dans le domaine de l'éducation relative à l'environnement, c'est les autres représentations de l'environnement, donc que ce soit la nature, les paysages, la terre-mer, la communauté, le milieu de vie et aussi milieu d'apprentissage, en fait, que peut être l'environnement, quoi, pour nous. La société, les paradigmes, c'est simplement pour dire qu'en fait, effectivement, l'éducation relative à l'environnement, elle va être en lien avec nos valeurs, la façon dont nous, on se représente le monde et comment on veut que le monde évolue. Et donc, évidemment, c'est lié avec la façon dont on perçoit l'environnement. Si c'est une ressource à gérer, à manipuler, à rendre le plus durable possible, c'est pas tout à fait la même conception de la société, quoi. Capitalisme, etc., etc. Et puis, moi, en tant que prof, je me demande toujours aussi quels sont les objectifs que je vais viser dans mes cours, dans mes projets, puisqu'on pourrait avoir alors là, du coup, une éducation qui serait plus émancipatrice, qui serait plus transformatrice pour les individus. Et donc, qu'est-ce qu'on veut que nos étudiants deviennent des petits outils au service du développement économique, donc de la main-d'œuvre? Est-ce qu'on veut des cerveaux à remplir de connaissances? Et alors là, on a une approche vraiment très cognitive de ce que c'est les enjeux, les limites planétaires, etc. Mais on n'est plus dans le côté humain qui est lié au bien-être, au développement des étudiants pour eux-mêmes, quoi. Une petite critique, que j'essaye de respecter le temps qui m'était imparti, pour mettre en parallèle les propositions de l'éducation au développement durable en parallèle avec les propositions de l'éducation relative à l'environnement. Donc, comme je l'ai dit, quand on envisage l'environnement dans l'éducation au développement durable, on envisage l'environnement comme une ressource à gérer, à partager, à manager ensemble. On va être dans un discours normatif, donc on va essayer de favoriser chez les étudiants des bonnes valeurs. Alors, qu'est-ce que c'est une bonne valeur? On peut en discuter. Hein. Des bonnes pratiques. On va essayer de modifier des comportements. Ce ne serait pas du tout le cas dans l'éducation relative à l'environnement. En tout cas, ce n'est pas dans cette mouvance-là. On va avoir des approches plus rationnelles, plus techniciennes, transmissives, donc avec une approche un peu frontale où le prof est détenteur de savoir et on va donner ces informations aux étudiants, aux étudiantes. On est centré sur le quoi apprendre, donc vraiment des méthodes centrées sur le contenu. Voilà ce qu'on veut qu'ils en aient compris, appris par rapport aux enjeux, par rapport à l'environnement. Et une dernière critique que je pourrais faire par rapport à l'éducation au développement durable, ça reste une gestion où l'homme est considéré voilà, comme gestionnaire extérieur à son environnement. Et c'est une notion aussi de développement durable qui est super anthropocentrée du coup et occidentalocentrée parce qu'on tient pas suffisamment compte, à mon sens, des caractères très culturels, subjectifs de la transition et des pratiques qu'on a pu juger, nous, depuis l'Occident, comme étant moins développées, etc. Mais je ne vais pas rentrer trop dans ce sujet-là, mais ça touche quand même à quelque chose de plus profond.
si on fait le comparatif, ben, en fait, l'éducation relative à l'environnement, c'est vraiment tout ce que peut représenter pour nous l'environnement. Et c'est aussi, en partie, une des approches, c'est de dire que c'est un milieu de vie, un milieu où on est en communauté, sur un territoire partagé. Donc il y a ce lien des humains entre eux, des communautés par rapport à leur territoire, etc. Plutôt local que l'éducation au développement durable n'a pas, vu qu'elle vise l'universalité, quoi. Et donc l'éducation relative à l'environnement, elle participe vraiment, pour moi, à l'épanouissement des individus en tant qu'eux-mêmes et des groupes dans lesquels eux sont inscrits grâce à l'environnement. Donc l'environnement là est un support d'épanouissement, de bien-être, avec ce côté émancipateur, quoi. Et donc toutes les approches qu'on va pouvoir développer en éducation relative à l'environnement, qui ne sont pas que, qui peuvent être, mais qui ne sont pas que rationnelles, techniciennes, transmissives, mais qui peuvent faire appel à d'autres domaines par le corps, l'approche tête-cœur qu'on a connue aussi avec les projets de Colline et Damien, des approches plus interdisciplinaires et plus collaboratives, holistiques, transformationnelles, bon, ce qu'on appelle aussi l'éco-formation, donc comment le milieu peut participer à ma formation et m'influencer en tant qu'individu, quoi. Parfois, il y a une tension, on dit est-ce que l'éducation au développement durable fait partie d'un des possibles de l'éducation relative à l'environnement, ou est-ce que c'est l'éducation relative à l'environnement qui est une méthode au service de l'éducation au développement durable? Mais moi, j'ai plutôt tendance à opter pour la première formule, donc dire OK pour l'éducation au développement durable, comme faisant partie de plein d'autres possibles, en fait. Et donc, c'est ce que j'ai voulu représenter par les cercles qui sont là, avec aussi des liens à faire avec tout ce qui est éducation citoyenne, éducation permanente, solidarité nord-sud et aussi transition juste et solidaire de manière plus générale, hein. J'ai mis quelques petits éléments pour appuyer ça. Mais comme je vous l'avais dit dans la première dia, en fait, le réseau IDIA, il a tranché en 2018. Et donc, malgré la pression qu'ils ont pu ressentir, en tout cas, c'est ce que moi j'en ai compris, ils ont dit d'accord, on ressent cette demande du monde politique, mais on continue à garder notre spécificité en tant qu'acteur de l'éducation relative à l'environnement, avec ce rôle primordial que jouent les associations. Et donc, ils sont pas non plus. Enfin, c'est la question de l'appropriation ou pas par le monde académique qui, pour moi, sera posée. Et donc, au sein des associations membres, ils disent il y a plusieurs approches. L'éducation au développement durable en est une, et on est OK avec ça. Mais il y a d'autres approches, éducation par la nature, éducation permanente. Alors, même si effectivement, l'éducation est missionnée comme l'éducation doit jouer un rôle dans la transformation des sociétés, donc dans les transitions. Ça, c'est l'ONU qui le dit, hein, ils insistent vraiment sur le rôle fondamental que nous, on a en tant que profs. On ne doit pas pour autant, pour moi, et je conclurai là-dessus, c'est accepter ce modèle des objectifs de développement durable et ne faire que de l'éducation aux objectifs de développement durable dans nos pratiques. Parce qu'on passerait à côté des autres missions, pour moi, qui sont les missions de l'enseignement supérieur, c'est aussi de participer à l'émancipation des étudiants, des étudiantes, à leur bien-être, à des approches voilà, moins cognitives, quoi. Et je laisse la parole à Hubert. Est-ce que je t'ai tenu 10 minutes? Oui, nickel. Tu as bien fait ça. En tout cas, c'est mon avis. Voilà, donc pour rester sur la lancée d'Edith, qui parle d'éducation relative à l'environnement, qui englobe l'éducation au développement durable. L'éducation relative à l'environnement englobe aussi un autre type d'éducation, c'est l'éducation en anthropocène. Donc, qu'est-ce que l'anthropocène? C'est une nouvelle proposition qui fait encore débat à l'heure actuelle, qui est une époque géologique qui met vraiment en avant l'influence de l'homme sur l'environnement et sur tous les écosystèmes de la planète Terre. À partir du moment où nous, êtres humains, nous prenons le pas sur le fonctionnement d'autres écosystèmes à l'échelle planétaire,
eh bien, ça peut poser certains problèmes. Donc, cette éducation en anthropocène, et en tout cas le terme anthropocène, est arrivé au début des années 2000 par Crutzen, qui a repris les propos de biologistes des années 80. Et voilà pour cette slide. Donc, tu sais passer à la slide suivante, Edith? Voilà. Donc en fait, ça prend un petit peu je vais pas dire le contre-pied des objectifs de développement durable, mais c'est plutôt, au lieu de dire, ben voilà, on va tendre vers des objectifs bien précis, c'est plutôt éduquer aux problèmes actuels en disant ben nous en tant qu'êtres humains on oppresse l'environnement au niveau des écosystèmes et le fait qu'on considère l'environnement comme étant des ressources, il faut peut-être prendre un peu de recul par rapport à ça parce que si on épuise les ressources, ça va pas se régénérer de manière naturelle. Et un des bons exemples pour illustrer ça, ce sont les limites planétaires. Je ne sais pas si vous êtes familiarisé avec les différentes limites planétaires qui sont ici présentées. J'ai repris cette image du média Bon Pote. Elle était en couleur et de bonne qualité, donc je me suis permis de la piquer. Et en fait, là, on ne va pas éduquer à viser un ou l'autre objectif de développement durable, mais c'est vraiment mettre le point sur les dysfonctionnements du système actuel. Donc dire, ben là, le fonctionnement de notre société n'est pas du tout en adéquation avec le milieu dans lequel on vit, parce qu'on est en train de l'appauvrir, on est en train de l'épuiser, et étant donné que nous vivons dans un milieu qui est fini, qui a des ressources finies qui sont comptées, qui sont palpables, on ne peut pas continuer dans cette direction-là. L'éducation en anthropocène, du coup, permettrait, selon moi, de mettre en action, de faire un petit déclic sur les comportements actuels. Et bien entendu, si on commence à avoir ce genre de discours, on risque de développer ce qu'on appelle l'éco-anxiété des jeunes. Donc, je rejoins encore une fois les propos d'Edith. Il n'y a pas que le cognitif qu'il faut aborder lorsqu'on fait de l'éducation relative à l'environnement. Il y a aussi toutes les émotions et le bien-être corporel qui doivent être traités en classe par l'une ou l'autre activité pour qu'on puisse s'exprimer sur nos inquiétudes et sur les potentielles solutions qui s'offrent à nous parce qu'elles existent. Tu peux passer à la slide suivante, Edith. Il y a un problème avec les médias, à mon sens, c'est qu'on parle énormément du réchauffement climatique et de ce fait-là, on se focalise trop sur les émissions de carbone. Je ne dis pas là du tout que c'est un détail, hein, loin de là, mais le problème, c'est que si on fait le focus sur l'émission de dioxyde de carbone, on oublie tout le reste et ces limites planétaires qui ont été citées précédemment ne sont pas forcément pris en considération. Donc, il est important de mettre l'accent sur une transition plus globale, plus systémique pour que l'on arrive à une société que l'on appellerait soutenable. Et là, je vais donner un bon point du côté des ODD, c'est que quand on regarde les 17 objectifs de développement durable, c'est vrai qu'ils permettent de mettre en lumière les défis qui nous attendent. On a des défis environnementaux, on a des défis sociaux et des défis économiques. Donc là, ça permet de poser un cadre à l'échelle mondiale et c'est une très bonne chose parce que c'est facilement préhensible, on arrive à les comprendre, à les vulgariser et à les mettre entre guillemets en marche en fonction des différents indicateurs qui mettent en avant l'un ou l'autre objectif de développement durable. Slide suivante. Mais bon, quand on prend du recul, est-ce qu'on peut vraiment dire que les objectifs de développement durable vont tous dans la même direction? Quand on regarde la liste des objectifs de développement durable, on se rend compte que certains ODD ne vont pas du tout dans le même sens que d'autres. Il y a quand on prend un peu de recul et qu'on regarde les différents indicateurs, on peut distinguer trois types d'indicateurs. Il y a les indicateurs sociaux, pour tout ce qui est famine et alimentation, l'eau, etc., l'accès à l'eau, pardon, qui sont pris en considération. Il y a les indicateurs environnementaux
au niveau de la préservation des écosystèmes et de la biodiversité, que ce soit marine, terrestre. Il y a plusieurs objectifs de développement durable qui en parlent, mais il y a aussi et surtout des objectifs de développement durable qui sont d'ordre purement économique, où là, on se rend bien compte, j'ai repris un petit peu le triangle, c'est aussi quelque chose qui est un petit peu pris du triangle pédagogique qui est bien connu, que j'ai un petit peu transformé avec ces trois dimensions. Et lorsque l'on va vers un objectif de développement durable et qu'on veut vraiment l'atteindre, on se rend vite compte que la majorité des objectifs de développement durable ne prennent en compte que deux des trois dimensions. Soit on a la justice sociale et environnementale qui prennent le lead et du coup au niveau économique le bas blesse, ou alors c'est une injustice sociale si on veut développer l'économie et préserver l'environnement. On a des mesures qui ne sont pas du tout en adéquation avec les besoins sociaux de la société soutenable que l'on aimerait voir arriver d'ici demain. Donc voilà pour les tensions. Slide suivante. Et vraiment pour mettre ça en avant et pour, entre guillemets, lancer Colline sur sa propre présentation, je répète ici que les ODD ne vont pas tous dans la même direction et du coup, on n'a pas une approche systémique du problème lorsqu'on travaille avec les ODD. On va essayer de se cibler une thématique bien précise et de ce fait-là, on va délaisser des facteurs qui sont pourtant cruciaux. Quand on regarde le 8e objectif qui promouvoit une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi productif et un travail décent pour tous, on peut se poser la question de savoir si c'est vraiment soutenable lorsqu'on parle d'indicateurs pour atteindre cet objectif qui n'aborde que la croissance économique et du coup qu'on ne répond pas du tout aux objectifs comme la consommation et production durable qui est mentionné par l'objectif de développement durable numéro 12, établir des modes de consommation et de production durables. Voilà pour ma petite partie et je laisse du coup Colline prendre le relais. Oui, bonjour à tous. Moi, je vous parle du point de vue de voilà, j'enseigne ces thématiques à l'ICHEC depuis plus de 10 ans maintenant. Et donc à partir j'avais fait une thèse autour d'une norme dont vous avez peut-être déjà entendu parler, qui s'appelle ISO 26000. Et par rapport à ça, les ODD, c'était un point intéressant parce que c'est pour la première fois dans l'histoire autour du développement durable qu'on avait vraiment une opérationnalisation de ce concept-là, en fait. Et donc, voilà, c'est intéressant en soi, mais c'est vrai quand on observe et quand on commence à s'intéresser au contenu, hein, comme Hubert vous l'a dit, on voit évidemment assez vite les incohérences. Et surtout, moi, ce qui m'a interpellée, peut-être la motivation pour faire ce midi, c'est de voir que même au-delà de ça, en fait, on est beaucoup et j'en fais partie, à ne s'est jamais vraiment plongé de manière approfondie dans chacun des ODD pour dire qu'est-ce que je pourrais en apprendre finalement de ces ODD. J'avais vraiment, enfin voilà, qu'est-ce que c'est comme source de connaissances. On voit dans beaucoup d'endroits en fait que les ODD sont utilisés dans ce qu'on appelle une stratégie de labellisation, c'est-à-dire qu'on va cocher des cases. Hein, typiquement, on prend les 12 objectifs. On les a même pas spécialement approfondis, on regarde les titres et on va essayer de coller ça à une certaine réalité qu'on est déjà en train de mettre en place ou qu'on voudrait mettre en place. Et donc, voilà, cette stratégie de labellisation qu'on nous demande hein, quand on remet un projet, par exemple le FRHE, on va demander à quel objectif ça contribue, on va devoir cocher les cases. Dans les stratégies institutionnelles, c'est la même chose. Dans le cadre des cours, on va dire quelle case de ODD vous cochez. Et tout ça, ça me semble vraiment en fait extrêmement problématique. Maintenant, est-ce que je suis encore sur mon autre slide, Hubert. Est-ce que ça signifie qu'on doit complètement laisser tomber les deux ODD, qu'il n'y a rien à en apprendre? C'est vrai quand on regarde, il y en a qui disent bon bah laissons tomber complètement les ODD. De toute façon, en fait, on n'arrivera jamais à les atteindre. Et ça, c'est vrai qu'il faut peut-être préciser que c'est une démarche qui est volontaire. Et donc, si on regarde, on est maintenant, c'est passé en 2015. Un agenda à 2030, en fait, on n'est pas du tout dans les clous. C'est quelque chose qu'il faut quand même savoir. Donc, on voit qu'on n'est pas du tout en train d'atteindre ces objectifs, même s'il y a plein d'indicateurs. Et en même temps, quand on les regarde, on voit qu'il y a une force de mobilisation
au niveau des différentes, voilà, que ce soit à différentes échelles, au niveau local, au niveau national, au niveau international, qui n'avait jamais été atteinte avant quand on parlait de développement durable. Et donc tout ça, c'est quand même extrêmement intéressant. Et donc la question que je pose, c'est finalement comment est-ce qu'on pourrait faire en sorte que les EDD puissent être le socle d'une utopie transformatrice. Comment est-ce qu'on peut les opérationnaliser, mais les opérationnaliser dans une approche vraiment réflexive et critique et avec un horizon de soutenabilité forte. Alors, je vais vous expliquer un peu tout ce que j'entends par tout ça. Et juste pour vous dire, donc c'est un exercice que je fais avec mes étudiants, donc tu peux passer au slide suivant. Donc je leur demande, regardez les ODD et essayer de regarder les liens qu'il pourrait y avoir entre construisez à partir des ODD les tensions, les arbitrages entre les différents objectifs et comment est-ce que vous les relieriez entre eux. Quels sont ceux qui vont dans la même direction, quels sont ceux qui s'opposent, etc. Et ça, c'est déjà quand même, voilà, comme outil pédagogique, ça peut être déjà aussi extrêmement intéressant. Une chose qui me semble importante, tu peux passer au slide suivante, c'est de bien distinguer la question de la durabilité versus soutenabilité. Donc moi, j'essaie depuis quelques années de plus du tout parler de développement durable, de durabilité. C'est un concept que je trouve qui aujourd'hui devrait vraiment être abandonné. Et quand on pense en fait à la question de la durabilité, on voit qu'il y a un problème vraiment d'ambiguïté du concept, hein. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici, mais si on dit que ce qu'on voudrait viser, on se demande, d'abord une première question, c'est durabilité de quoi, hein? Est-ce que c'est durabilité de notre développement, de notre production? Et là, on pourrait se dire, bah, en fait, on est super, le plastique, c'est hyper durable. En fait, ça dure 600 ans, voilà, ça ne se détruit pas, on ne sait pas quoi en faire, mais donc voilà, c'est juste pour vous donner un petit exemple, peut-être un peu pas l'absurde, mais de dire qu'on a en fait développé des choses qui sont extrêmement durables. Je dis, bah, en fait, non, c'est pas ça. Est-ce qu'on parle de durabilité, de l'habitabilité de notre planète, mais alors est-ce que c'est pour les humains ou les autres qu'humains, une fraction d'êtres humains, hein, parce qu'on voit que le modèle occidental en fait n'est pas du tout applicable à l'ensemble de l'humanité. Est-ce que c'est durabilité de la vie sur Terre? Donc il y a une forme d'ambiguïté qui est liée à ce concept-là, mais encore plus, c'est qu'il y a une focalisation sur le temps et sur le futur. Donc on parle souvent de génération future, de faire durer quelque chose dans le temps. Or, on voit aujourd'hui que ce qui nous attend, hein, peut-être que ça a été un problème de poser ces questions-là en termes de projection dans le futur, que ça en fait nous a poussé à procrastiner. Je ne vais pas rentrer dans les détails là-dessus, mais je vous ai mis à la fin des slides, pour ceux qui ont envie d'aller voir. Moi, j'ai pas mal travaillé sur la question du temps et de la soutenabilité. Et donc, vous pouvez aller peut-être lire l'article si vous êtes intéressé, que j'ai mis dans les références. Et donc, pourquoi est-ce que moi, je préfère le terme soutenabilité, et certains même parlent de soutenabilité au pluriel, parce qu'il répond à 3 exigences. Encore une fois, je vais aller vraiment en vitesse parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire. Mais donc, il y a d'abord une exigence temporelle, hein, qui est quand même une exigence importante, mais pas simplement de se projeter dans le futur ou de se projeter dans un long terme, mais plutôt de revoir vraiment notre rapport au temps fondamentalement, hein, anthropologiquement, avec le développement d'une relation au temps qui est un temps long et épais. Et quand je dis épais, ça veut dire qu'on puisse articuler dans le présent à la fois une préoccupation pour le futur, mais aussi un regard vers le passé. On a de plus en plus, on se rend compte de plus en plus de l'importance d'intégrer le passé dans notre présent et qu'est-ce qu'on doit ramener du passé ou faire revivre du passé par rapport aux défis qui nous attendent. Et puis par rapport aux fragilités, hein, c'est se rendre compte dans la dimension temporelle de la finitude. C'est quelque chose, on doit vraiment réapprendre la question de la finitude. L'épuisement, on a parlé de la question de la relation aux ressources, de l'épuisement des ressources, et puis de la question des frontières. Ça, c'est extrêmement important dans cette exigence temporelle. Il y a une deuxième exigence qui est une exigence épistémologique dans ce qui est soutenable, c'est donc ce qui peut être enduré, supporté dans le temps, mais aussi ce qui est résistant. Et pour ça, donc dans l'idée de la soutenabilité, il y a une vision, hein, on parle souvent de l'importance de la dimension systémique, holistique, aussi critique. Donc on peut soutenir un argument, hein, on retrouve dans l'idée de soutenabilité. Et puis l'idée qu'on retrouve aussi donc dans l'idée de quelque chose qui peut être défendu.
Et donc ça, c'est toute l'exigence éthique qui est liée à la notion de soutenabilité, hein, l'exigence pour la justice sociale, de comment est-ce qu'on le fait de manière démocratique. Et puis aussi, hein, quelque chose qui, moi, me tient à cœur depuis que j'ai travaillé sur le projet Transdix, c'est la dimension aussi de se soutenir les uns les autres et du fait qu'on est interdépendants, qu'on va retrouver aussi dans l'idée de soutenabilité. Donc voilà, si ça vous inspire, je vous invite à changer votre vocabulaire. Et ce qui moi, m'intéresse beaucoup, c'est que, je les ai mis dans le slide, c'est que c'est en train de percoler maintenant dans les institutions. Si vous regardez ici l'image, on voit que c'est le rapport de France Stratégie, donc qui est une instance en France qui s'occupe de conseiller le Premier ministre et qui a développé toute une réflexion autour de soutenabilité, donc qui a développé un rapport là, qui est publié, orchestré et planifier l'action publique et qui se réfère à ce terme de soutenabilité au pluriel et qui explique aussi des arguments pour lesquels on devrait changer de référence. Voilà, tu peux passer au slide suivant. Et donc, quand on parle, on a opté pour le mot soutenabilité, on peut le faire dans différentes perspectives, de soutenabilité forte ou de soutenabilité faible. Et là, je vais encore résumer, hein, n'hésitez pas après si vous voulez plus de références, mais la soutenabilité faible, c'est vraiment l'idée qu'on a développée de trois piliers. Hein, l'idée d'envisager le social, l'environnement, l'économie comme détachés les uns des autres et donc de se poser un problème en allant regarder chaque fois un élément, mais en oubliant, hein, comme Hubert vous l'a dit, la répercussion, l'influence sur les autres éléments. Ça, c'est une manière dont on a beaucoup envisagé le développement durable. Et puis, il y a une autre manière de le faire. Donc là, on le voit hein, dans les objectifs de développement durable. Il y en a encore beaucoup qui regardent les objectifs de développement durable avec une approche de soutenabilité faible. Et typiquement, ça va être de classer les objectifs de développement durable par piliers, entre guillemets, hein, de les regarder de manière isolée les uns des autres. Là, j'ai pris un extrait du rapport d'activité de PepsiCo qui date déjà un peu, hein, mais c'est juste pour vous montrer voilà, une logique d'approche des ODD en termes de soutenabilité faible. Et puis, il y a une autre approche quand on parle de soutenabilité. Donc ça, c'est une approche intermédiaire, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais une approche, tu peux passer au slide suivant, Edith. Une approche de soutenabilité forte. Alors, qu'est-ce que c'est la soutenabilité forte? Si on devait résumer, la soutenabilité forte, c'est intégrer vraiment la question des frontières, des limites, en se disant, vous avez sans doute déjà souvent entendu la phrase, hein, on ne peut pas développer ni une économie ni une société dans une planète qui est une planète morte. Et donc l'idée, même au-delà de l'environnement, ici vous voyez l'environnement, mais on peut même parler de biosphère, donc quels sont les éléments qui sont indispensables pour l'habitabilité de notre planète Terre. Et donc, l'idée de se rendre compte que les activités humaines sont ancrées dans cette biosphère qui est unique et irremplaçable. Et donc, que ce qu'on est en train de faire à l'heure actuelle, c'est critique parce qu'on est en train de produire des changements de cette biosphère qui sont, à certains égards, irréversibles. Et donc, nos actions doivent s'inscrire dans des frontières, doivent respecter ces frontières planétaires. Et donc, elle a aussi bien, donc, il y a cette dimension aussi de société que l'économie est encastrée dans la société aussi. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand on regarde les ODD avec cette approche de soutenabilité forte qui va considérer qu'on ne peut pas simplement remplacer ce qu'on appelle du capital naturel, même si j'aime pas ce mot, par du capital social. Tu peux passer au slide suivant. C'est cette approche qu'on appelle parfois l'approche du cake, qui est proposée par le Stockholm Resilience Center, qui va nous dire qu'il y a des ODD en fait qui sont prioritaires par rapport à d'autres. Il y a une hiérarchie entre les ODD. On ne peut pas simplement penser les ODD en silo, donc il faut aussi penser leurs interactions entre les ODD, mais aussi bien intégrer le fait que ces 4 ODD hein, que vous voyez qui sont liés à la biosphère, à l'habitabilité de notre planète, ils sont prioritaires par rapport à d'autres. Et ça a une influence sur les stratégies d'organisation, sur la manière dont on développe cette approche dans nos cours. Et puis, il y a donc l'idée d'ODD qui serait plutôt liée à la manière dont on vit ensemble au niveau de la société. Et puis, les ODD liés à l'économie et le DD17 qui fait le lien entre tous les ODD. Donc ça, c'est vraiment une manière différente par rapport à laquelle les ODD sont habituellement mis en œuvre, à la fois dans les stratégies, dans la manière dont ils sont présentés dans les cours. Vraiment mettre en avant
à la fois cette interaction, cette relation systémique entre les ODD, mais aussi cette vision de hiérarchie en fait entre eux. Tu peux passer au slide suivant. Et donc, une autre idée qui est super importante quand on essaye d'opérationnaliser, de mettre en œuvre ces ODD dans une perspective de soutenabilité forte, c'est d'aller regarder les interactions. Donc souvent, ce qu'on fait, ce qu'on nous demande de faire dans les rapports de recherche ou dans les stratégies institutionnelles, c'est d'aller identifier le lien avec tel ou tel ODD, de faire ce qu'on appelle la labellisation. C'est autant intéressant, c'est au même plus intéressant selon moi d'aller regarder finalement quels peuvent être les trade-offs, les impacts négatifs, que d'aller regarder les impacts positifs dans cette perspective-là. Alors, il y a des rapports qui essayent de mettre, comme vous voyez le dessin ici, qui essayent de mettre les relations, en lien les relations des ODD les uns par rapport aux autres. Alors, ce qui est intéressant quand on regarde cette proposition que vous voyez, je ne vais pas aller analyser dans les détails, c'est qu'on voit que il y a une prédominance, si on essaye de regarder les relations les unes par rapport aux autres, des interactions positives par rapport aux interactions négatives. Ça veut dire que globalement, par exemple, si je mets en place des actions qui vont me permettre de préserver ou de régénérer la biodiversité, ça va aussi avoir un impact positif sur l'état des sols, sur l'état des océans, sur l'état sur les dérèglements climatiques. Ça me permet de favoriser l'adaptation aux dérèglements climatiques, etc. Donc globalement, on peut se dire que les interactions, il y a une prédominance d'interactions positives entre les EDD que d'interactions négatives. Mais comme l'a dit Hubert, c'est pas toujours le cas, et donc ça dépend évidemment. C'est pour ça que d'où l'importance de cette hiérarchisation. Et aussi, ce que nous montre ce tableau-là, c'est qu'en fait, on a encore peu d'informations par rapport à toute une série d'ODD. Donc, à la fois au niveau global, mais surtout au niveau national. Si on regarde à l'échelle mondiale, on n'est pas tous égaux par rapport aux informations qu'on possède entre les pays. Les statistiques, les indicateurs, les données que l'on a sont très différentes, évidemment, suivant les pays, suivant les secteurs d'activité. Dans l'éducation, par rapport à d'autres domaines, on a peut-être moins d'informations disponibles. Donc, il faut aussi intégrer ça, les relations entre les objectifs de développement durable. Elles doivent aussi être relocalisées par rapport à chaque fois au secteur dans lequel on est, au contexte dans lequel on est, etc. Et donc, on a tendance à dire, quand on pose cette question d'interaction, de dire globalement les interactions sont positives. Il faut aussi, ça c'est mon deuxième point, faire attention à cette invitation à valoriser les synergies. Il y a un chapitre intéressant de Gaël Giraud, qui est un économiste français assez connu, qui a travaillé sur les interactions entre le DD qui porte sur les énergies renouvelables par rapport à toute une série d'autres DD. Et il va nous dire, en fait, dans cet article, mais c'est en fait impossible d'atteindre les objectifs que l'on a en termes de diffusion des énergies renouvelables si on veut que ce soit, si on veut respecter toute une série d'autres ODD. Et donc, cette invitation aux synergies, c'est parfois aussi un leurre dans lequel il ne faut pas tomber. Donc, il faut chaque fois, en fait, se reposer la question, pas de se dire, voilà, on voit de manière générale que c'est positif, et donc, si on essaie de viser tous les deux ODD, ça ira de toute façon. Et donc, je pense qu'il faut il faut déjà bien se mettre en tête que réaliser l'ensemble des objectifs de développement durable est impossible. Je pense qu'on est beaucoup à l'oublier, à ne pas le savoir, à ne pas le garder en tête. Pas simplement parce que c'est une démarche volontaire, mais juste parce que si on veut tous les réaliser en même temps, c'est pas possible. Et je pense qu'il faut utiliser le cadre des ODD, qui est quand même intéressant, pour se former aux enjeux, pour identifier les tensions et pour clarifier à chaque fois les arbitrages dans les choix qu'on a à réaliser. Et donc, si on se place dans cette perspective-là comme ODD, comme manière de se former, comment est-ce qu'on pourrait faire ça très concrètement? Donc ça, c'est mon slide suivant, Élite. Et donc, il y a un rapport qui est intéressant, que je vous invite à consulter, qu'on a mis dans les références, qui est un rapport de l'UNESCO qui a été publié en 2017, qui dit apprendre avec les ODD, comment est-ce qu'on peut en faire des objectifs d'apprentissage. Est-ce que, voilà, on en discutait avec Edith et Hubert, ce qu'on a trouvé intéressant dans ce rapport, c'est que
déjà, on ne met pas l'accent uniquement sur des objectifs d'apprentissage au niveau cognitif. Ils vont mettre en avant des objectifs d'apprentissage au niveau socio-émotionnel et des objectifs d'apprentissage comportementaux associés à chacun des objectifs de développement durable. Et donc, moi, j'ai repris comme exemple, là, vous pouvez aller voir d'autres cas, mais j'ai repris comme l'exemple l'objectif 2 qui est faim zéro, donc éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition, promouvoir l'agriculture durable. Donc, vous voyez qu'il y a déjà derrière cet objectif, il y a plein de choses, en fait. Et donc, il détaille qu'est-ce qu'on peut faire en termes d'objectifs d'apprentissage pour chacun des trois grands objectifs d'apprentissage. Donc, on dit, pour l'objectif 1, qu'est-ce qu'on doit savoir? Donc, l'élève sait ce que sont la faim, la malnutrition. Donc déjà, bon, en fonction des différents contextes, etc., on voit qu'on a déjà du pain sur la planche. Les principaux effets psychologiques et physiques sur l'existence humaine, quels sont les groupes qui sont particulièrement vulnérables. Il connaît l'ampleur de la distribution de la faim, il connaît les principaux facteurs, les causes profondes, il connaît les principes de l'agriculture durable. Alors là, déjà, quand on s'intéresse un peu à l'agriculture durable, on se dit, mais il y a déjà tout un débat là, en fait, là autour. Qu'est-ce qu'on entend par agriculture durable? Est-ce que c'est la permaculture? Est-ce que c'est l'agroécologie? Est-ce que c'est le bioconventionnel? Enfin, donc, on voit que, en fait, chaque point peut amener à plein de débats. Donc c'est pas, en fait, même en les listant, c'est pas si évident. Il comprend que l'agriculture durable est nécessaire. Donc il y a déjà quand même aussi une orientation normative là-bas derrière. Au niveau des objectifs socio-émotionnels, donc on peut communiquer sur les questions relatives à la lutte contre la faim et la promotion d'une agriculture durable. Donc moi je trouve ça intéressant qu'il y ait les différents éléments. On voit aussi directement le lien en fait avec les différents ODD, puisque l'agriculture durable ça va jouer sur l'état des sols, etc. Donc on voit qu'ils sont éminemment reliés. Il peut collaborer avec d'autres personnes, il peut dessiner une vision du monde différente. Enfin, voilà, je trouve ça génial que ça se trouve dans ce type de rapport, réfléchir à ses propres valeurs et s'intéresser aux valeurs, attitudes et stratégies différentes des siennes. Donc voilà, il y a la question de développement de l'empathie, etc. Et puis dans les objectifs comportementaux, la mise en action, évaluer et mener personnellement en échelon local des actions, évaluer les décisions des politiques, évaluer les décisions des stratégies des entreprises, jouer son rôle tout en gardant un esprit critique et changer ses habitudes de production et de consommation. Voilà, alors je trouve que voilà, pour moi, c'est assez enthousiasmant dans une manière de vraiment les opérationnaliser, ces ODD. Et on voit aussi toute la complexité, parce que si on prend les 17 et qu'on voit pour chacun des 17 tous les objectifs qu'il y a en termes d'apprentissage, on voit à quel point on a du pain sur la planche. Et donc, ce qui est aussi intéressant, si vous allez dans le rapport, vous allez voir que pour chacun des objectifs, il y a aussi comment faire concrètement avec des suggestions, notamment de pratiques, etc. Tu peux passer au slide suivant. Donc, juste pour résumer, je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Je pense que je suis arrivée au bout de mes 10 minutes. Je n'ai pas regardé. Donc, il y a des forces dans ces ODD. Il ne faut pas non plus, je pense, les laisser tomber pour répondre à notre question. Et donc, on a parlé aussi de l'identification des cibles, etc. Mais il y a des faiblesses. Donc, il est important vraiment d'intégrer, de prendre en compte dans les stratégies, dans la manière dont on les enseigne dans les cours. Et donc, avec vraiment, je pense, un message au niveau du réseau, d'inviter tous les niveaux institutionnels, enfin les institutions d'enseignement supérieur, ceux qui sont en charge de stratégie de développement durable, ceux qui sont en charge de ces questions-là, d'éviter au maximum cette stratégie de labellisation qui selon nous devrait être évitée. On ne s'est pas mis d'accord sur comment. Edith, tu commences pour. Mais voilà, simplement, donc on en arrive à la conclusion. Et avec les 3 points de vue qu'on a pu partager, avec chacun ses spécificités, Hubert, Colline et moi. Mais on aurait voulu avoir votre point de vue. Est-ce que vous les utilisiez déjà ou est-ce que vous aviez envie de les utiliser et qu'on vous aurait fait changer d'avis, ce qui n'était pas l'objectif? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Moi, je voulais juste, parce qu'il y en a quelqu'un qui avait témoigné de ça dans le WooClap, il y a Association 21, qui est un organisme ici qu'on peut appeler dans les hautes écoles. Moi, je les ai appelés à 2 reprises pour un projet lié à Mobilité 12, donc en faveur des étudiants et étudiantes, mais aussi pour former les profs en disant, voilà, je fais une proposition aux profs, ils s'en saisissent, ils s'en saisissent pas. Ce que j'aime avec Association 21, c'est qu'ils sont assez critiques
par rapport à ces ODD et à leur intégration dans les apprentissages. Et donc, ils ont quelqu'un là qui a participé vraiment aux tables des négociations depuis très longtemps, des dizaines et des dizaines d'années, qui a suivi ces débats-là et qui est consciente aussi des faiblesses et des limites. Et donc moi, quand je les ai invités, je me suis dit, je les invite et je verrai bien, et je craignais en fait le manque d'objectivité, et c'est pas le cas. Donc si entre vous, il y en a qui voulaient creuser un peu, ben, je pense qu'Association 21, c'est une bonne piste. Voilà, petit tuyau que je vous suggère. Et j'en reviens à ma première question. Donc, qu'est-ce que vous en avez pensé avec des pistes de réflexion, mais je vais peut-être pas les montrer trop vite, pour d'autres possibilités, quoi, dans l'enseignement supérieur.